podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour le dernier monument de la saison, même la dernière course d'un jour de niveau World Tour de la saison. Il restera encore une course par étape, une course en Chine qui est World Tour, mais sinon c'est quasiment la fin, c'est la fin en Europe, avec donc le Tour de Lombardie aujourd'hui, le dernier monument, avec un seul favori au départ évidemment, c'est le quadruple tenant du titre, Tadej Pogačar, qui va tenter de faire la passe de 5, ce que Fausto Coppi a été le seul à réaliser dans l'histoire de cette très très vieille compétition qu'est le Tour de Lombardie. Aujourd'hui, c'est la 119e édition. Et il suffit de voir les vainqueurs avant Pogačar pour se rendre compte que ça fait longtemps que quelqu'un d'autre que Pogačar n'a pas gagné. C'était Jakob Fuglsang en 2020, Bauke Mollema en 2019, Thibaut Pinot en 2018 ou encore Vincenzo Nibali en 2017. La plupart de ces coureurs sont très anciens et ont pris ou vont prendre très prochainement leur retraite. Et au vu du profil, encore une fois, très montagneux de ce Tour de Lombardie, Pogačar sera le grand favori. On a 7 ascensions réparties assez équitablement tout au long de cette journée de 241 km entre Côme et Bergame. D'abord le Madonna del Ghisalo, 9 km à 4%, au kilomètre 41. Le Roncola, 7 km à 7,4% au kilomètre 100, qui s'enchaîne avec le Berbeno, 7 km à 4,9%. Puis dans le final, le Passo della Crocetta, 12 km à 6% au kilomètre 165. Le Zambla Altan, 10 km à 3,3% avec les deux derniers kilomètres qui sont plus autour de 7%. Puis la décision se fera peut-être, certainement même, dans le Passo di Ganda, 9,3 km à 7,1%. Ensuite, ce sera une longue descente jusqu'à l'arrivée, avec quand même le Colle Alperto, 1 km à 7,4%, situé à 3 km de l'arrivée. Et ensuite, ça sera la descente jusqu'à Bergame. Autrement dit, un profil qui sied parfaitement à Tadej Pogačar. Mais j'avoue, j'ai beau aimer Tadej Pogačar, que j'aimerais un petit peu un scénario différent qu'un Pogačar qui attaque à 80 km de l'arrivée, peut-être par exemple dans le Passo della Crocetta, et puis qui finit en solitaire, avec Remco Evenepoel qui sera encore là, et qui lui s'échappe dans l'avant-dernière difficulté du jour pour aller chercher la 2e place. S'il vous plaît. Autre chose aujourd'hui peut-être, mais qui à part Remco Evenepoel pour inquiéter Pogačar, en vrai, le seul, il est dans son équipe, c'est Isaac Del Toro qui est dans une forme étincelante, qui ne fait que gagner depuis un mois là, qui fait toutes les petites courses italiennes, mais il sera l'équipier de Pogačar, et en plus il y aura Jevan, il y aura Adam Yates, il y aura Pavel Sivakov, il y aura Domen Novak, il y aura Rafał Majka pour ce qui devrait être, je crois bien, la dernière course de sa carrière. Bref, une équipe terrible du côté de la Team Emirates. Et donc, bonne chance à Remco Evenepoel pour aller combattre ça. On a quand même aussi Primož Roglič qui est là pour la Red Bull Bora Hansgrohe. On a Thomas Pidcock pour la Q36.5. On a Oscar Onley pour la Picnic Post-NL. On a pourquoi pas Ben O'Connor pour la Jayco Alula. On a Egan Bernal et Timen Arensman pour Ineos. Ou encore Mathias Kielmose pour la Lidl Trek. Voilà un petit peu les autres outsiders qui vont tenter de mettre en difficulté Tadej Pogačar, mais cette saison, en vérité, il n'y a que 2 coureurs qui ont réussi à mettre Pogačar en difficulté. C'est Mathieu Van Der Poel, sur les 2 seuls monuments qu'il n'a pas remporté cette saison, Paris-Roubaix et Milan-San Remo, puisque cette saison, pour l'instant, on en a fait 4 des monuments. C'est 2 pour Van Der Poel, 2 pour Pogačar. Et puis c'est Wout van Aert qui a réussi à le battre sur la dernière étape du Tour de France, là à Montmartre. Sinon, Remco l'a battu sur les chronos, mais c'est à peu près tout. Il a tout gagné, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pouvait gagner, Pogačar. Et aujourd'hui, ça risque bien d'être la même, on verra ça. On a aussi Richard Carapaz, que je n'ai pas cité pour l'IF. Et puis on a des Français, Lenny Martinez du côté de la Bahreïn Victorieuse. On a Romain Grégoire, Guillaume Martin pour la Groupama FDJ. On a surtout Paul Sexas, le jeune Français qui continue de surprendre pour la Décathlon H2R. Et puis Julien Alaphilippe est aussi là pour la Tudor, en compagnie notamment de Michael Storer et de Marc Hirschi. Ça sera la fin de saison pour quasi l'intégralité de ces coureurs aujourd'hui. Je pense que ils seront rares les coureurs à faire ce Tour de Lombardie, et qui seront présents aussi mardi en Chine pour le Tour du Gongchi, et la dernière véritable course sur le Tour de la saison. C'est les vacances pour tout le monde après ces 241 km du Tour de Lombardie, et après une dernière victoire pour Pogačar cette saison. On verra ça. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti, ce Tour de Lombardie qui va peut-être historique.
Si jamais Pogacar s'imposait lui, ça serait la première fois dans l'histoire, non seulement du Tour de Lombardie, mais de n'importe quel monument, de tous les monuments, qu'un coureur remporterait 5 fois de suite une édition d'un monument. On verra ça, mais en tout cas là, il y a déjà des attaques et le premier attaquant du jour, c'est le formidable Quinn Simmons. Il sait que s'il veut y arriver, c'est de loin. Quinn Simmons, alors peut-être pas d'aussi loin que ça quand même, mais voilà, il veut être dans l'échappée matinale. Quinn Simmons, il est suivi par des coureurs de l'Alpecin qui, comme d'habitude, n'ont aucun grimpeur dans leur effectif. Les coureurs de l'Alpecin, c'est vrai qu'ils sont spécialisés un petit peu dans les classiques plates et les sprints. Je dis bien sûr pas de Mathieu Van Der Poel du côté de l'Alpecin de Koenig, pas plus qu'il n'y a de Wout van Aert du côté de la Visma. Jonas Vingegaard n'est pas là non plus, c'est Sepp Kuss et Ben Tullet qui sont les leaders du côté de la Visma Isobike. En tout cas, là, c'est attaqué dès le kilomètre 0 sous l'impulsion d'un Quinn Simmons déchaîné et le peloton déjà en filadienne avec déjà des cassures, un groupe de 10. Mais un peloton qui poursuit, évidemment. Il est fort probable que la Team Emirates et son incroyable effectif là va tenter de gérer tout ça au mieux. Il y a déjà vraiment des beaux noms dans cette échappée qui tente de sortir avec Quinn Simmons. On y retrouve des coureurs comme Michael Matthews, comme Peyo Bilbao, Bart Lehman, Lucas Hamilton. On a aussi Gal Glivar, Thibaut Guernalec. Mais évidemment, ce joli groupe avec des potentiels outsiders qui est poursuivi à la fois par la Team Emirates qui a pris en tête du peloton, mais il y a aussi toutes les équipes qui ne sont pas représentées à l'avant, et notamment les petites équipes invitées, les équipes italiennes qui sont là, les équipes de la Bardiani, de la Pole Tivit Malta, qui sont invitées, qui ont envie d'être à l'avant. Donc pour l'instant, écart minime, mais en tout cas, c'est parti sur les chapeaux de roue, parce que y a beaucoup de coureurs qui savent que leur seule mini chance de battre Tadej Pogacar, c'est d'être au sein d'une grosse échappée qui résiste jusqu'au bout au peloton. C'est un pari évidemment osé, mais c'est quasiment le seul qui peut être gagnant, surtout pour ces coureurs qui ne sont pas les tout meilleurs grimpeurs du peloton, mais qui sont quand même des très très bons coureurs là. Elle est pas mal cette échappée là, elle a gagné quelques unités en plus, ils sont 14 désormais à l'avant, avec Gal Glivar pour l'Alpecin de Koenig, Thibaut Guernalec pour la KBNB Hotel, Peyo Bilbao pour la Bahreïn. On a 3 coureurs pour l'Ineos Grenadier avec Lucas Hamilton, avec Victor Langelotti et avec Filippo Ganna. Donc ça, c'est une machine assez agréable d'avoir quand on est dans une échappée. On a bien sûr donc toujours Quinn Simmons pour Idle-Trek, Walter Calzoni, italien qui roule pour la Q36.5. On a Louis Varvac pour la Soudal Quick-Step, Asbjørn Elmos et Michael Matthews pour la Jayco Alula, autre équipe qui a plus d'un représentant. On a aussi Björn Kurt pour la Picnic Post-NL, Mattia Baïs pour la Pole Tivit Malta qui a réussi donc à rejoindre le groupe de tête, et puis Bart Lehman pour la Visma Isobike. On a un trio qui est en contre là, qui tente de revenir, mais les écarts qui sont déjà en train de grandir. Il y a bientôt la minute là, le peloton qui est en train vraiment de laisser partir. Et il y a un groupe intercalé à peu près à mi-distance, là, pointé à 30 secondes de ces 14 hommes de tête, où on retrouve Lionel Tamigno pour la Lotto, Alessandro De Marchi pour la Jayco Alula et Andreas Leknesund pour l'Uno-X. La Lotto et l'Uno-X qui ne sont pas représentés à l'avant, alors que par contre, il y a déjà 2 coureurs pour la Jayco. Ça commence à être une échappée quand même intéressante. Je pense que la Team Emirates là elle est déjà en tête du peloton à rouler, à essayer de gérer tout ça, parce que en plus, il y a vraiment des beaux noms. Et il y a même un autre trio là qui attendait de sortir d'ailleurs, et voilà, la Team Emirates là, il allait le chercher. Il y avait Nairo Quintana même qui tentait de sortir avec Davide Formolo pour la Movistar. La Movistar qui n'est pas à l'avant, accompagné aussi de Johannes Stone Mittetz pour la Decathlon AG2R, mais ça n'a pas marché pour ces 3 là qui sont repris par le peloton. On est parti depuis 15 km seulement, et peut-être que notre échappée est déjà faite avec vraiment, c'est fait dès le kilomètre 0 avec l'attaque immédiate, surpuissante de Quinn Simmons. Peut-être que tous les coureurs ne s'attendaient pas à un début de course aussi intense. On pensait que les premiers kilomètres qui se faisaient sur du plat, il faut attendre 40 km en gros avant d'avoir la première difficulté du jour, allaient se faire un peu plus tranquillement. C'était sans compter sur l'intenable américain. Ah, attention, là il y a une chute là, à l'arrière du peloton avec Sepp Kuss qui est retardé, qui doit remettre sa chaîne, mais bon, ça va aller. On a Clément Brassafonso pour la Groupama FDJ qui semble s'être fait un petit peu mal, un coureur de l'Uno-X aussi. Allez, c'est reparti pour Sepp Kuss, c'est Brassafonso qui semble le plus touché après cette petite chute à l'arrière du peloton. On est désormais dans la première difficulté du jour, la Madonna del Ghisalo, 9 km à 4%. On a donc 14 hommes en tête, 14 échappés qui ont 2 minutes 30 d'avance sur le peloton. Les 3 coureurs qui étaient en contre là avec Demarchi, avec Tamigno et Leknesund n'ont pas réussi à faire la jonction, ils ont été repris par le peloton. On restera donc à 14 devant. Une belle échappée. Et derrière, de manière assez étonnante, on a vu la Red Bull Bora Hansgrohe venir aider la Team Emirates
Alors c'est vrai qu'ils ont aussi une belle équipe, hein, la Red Bull Bora-Hansgrohe avec Primož Roglic, mais il y a aussi Jay Hindley, il y a Giulio Pezzari, il y a Alexander Vlasov, Sobrero, Tratnik et Aleotti. C'est quand même pas mal, c'est probablement la deuxième équipe, donc la mieux fournie derrière la Team Emirates. Mais est-ce que travailler avec la Team Emirates, quand on sait à quel point Pogačar est archi favori, est une bonne idée? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont pris leurs responsabilités et ils roulent aussi derrière les hommes de tête. On a vu la Decathlon AG2R aussi qui ne roule pas, mais toute l'équipe est aux avant-postes derrière les 2-3 coureurs qui sont en tête du peloton et qui roulent. On protège Paul Sexas, il a des ambitions. Le jeune coureur qui participe au tout premier monument de sa carrière. De toute façon, il a 19 ans, donc tout ce qu'il fait, c'est pour la première fois à chaque fois. On est à 201 km de l'arrivée, l'écart qui gagne petit à petit quelques secondes, 2 minutes 34 désormais. On va voir jusqu'où ça va grimper, peut-être 3 minutes, mais à mon avis, pas beaucoup plus, parce qu'elle fait peur quand même cette échappée devant avec les beaux noms qu'on y retrouve. On a fini la descente après le Madonna del Ghizzalo. Il y a une cassure dans le peloton là, le peloton qui est vraiment séparé en deux. Et à tout l'arrière du deuxième groupe, on retrouve Thomas Pidcock qui a subi une petite chute là dans la descente. Là, il change de chaussure tout en roulant. C'est évidemment l'artiste Thomas Pidcock sur un vélo, c'est assez impressionnant. Mais à l'arrière du deuxième groupe, il y a au moins 20 secondes, je dirais, entre la première partie du peloton et la deuxième. Alors ça va probablement se regrouper, hein. Maintenant, on est dans une passage plat. On a 30 km, vraiment tout plat, avant la deuxième difficulté du jour. Et pour l'instant, les hommes de tête qui n'arrivent pas à profiter de ce passage plat pour augmenter leur avance. Il n'y a que 2 minutes 17. C'est toujours la Red Bull Bora-Hansgrohe hein, qui travaille en tête du peloton là, avec un coureur de la Team Emirates aussi. Mais voilà, la Red Bull vraiment déchaînée aujourd'hui. Ils n'ont pas envie d'être juste spectateurs d'un nouveau triomphe de Tadej Pogačar. Alors, ils durcissent la course. Et puis, j'ai vu qu'il y avait au moins Rafał Majka dans le groupe qui est à l'arrière, dans le second groupe. Donc, on essaye peut-être aussi d'éliminer des équipiers importants pour Tadej Pogačar. On a un écart officiel, on annonce même 30 secondes, là, 35 secondes entre la première partie du peloton et la seconde. Alors on ne sait pas s'il y a d'autres coureurs un peu importants comme Majka à l'arrière. Il y a Thomas Pidcock aussi quand même. Mais il va falloir travailler dans cette seconde partie du peloton pour rentrer parce que devant, dans l'autre, hein, on roule toujours avec la Team Emirates qui aussi prend des relais avec la Red Bull Bora-Hansgrohe. C'est intéressant là ce que fait Tom Skujns dans le peloton. Tom Skujns tout simplement qui fait une fausse attaque et qui ensuite va aller se plaindre à la caméra là, qui fait les images. En fait, il fait cette attaque simplement pour faire comprendre à la caméra qu'elle doit reculer, qu'elle est trop près des coureurs qui roulent en tête du peloton et qui du coup ils aident tout simplement la Team Emirates et la Red Bull Bora-Hansgrohe dans leur poursuite. Et Tom Skujns, coureur de la Lidl Trek qui a Quinn Simmons à l'avant, il n'est pas content de ça et du coup il fait cette attaque et ensuite il fait des grands gestes d'énervement envers la caméra pour lui dire de ne pas être si près du peloton. Parce que là, ils sont protégés par le vent, les coureurs en tête, alors qu'ils devraient se fatiguer. Ça, c'est vraiment intéressant. Ce que fait Tom Skujns, le champion de Lettonie. Au début, je croyais qu'il attaquait. Je ne comprenais pas bien pourquoi, même s'il y avait seulement 2 minutes entre les hommes de tête et les échappés. Ça paraissait quand même pas mal à boucher. Mais en fait, c'était juste pour faire comprendre à la caméra et à la moto qu'elle était trop près et qu'ils aidaient tout simplement la Team Emirates et la Red Bull Bora-Hansgrohe. Et puis, pour l'instant, voilà, le peloton de nouveau groupé. Le groupe à l'arrière où il y avait Tom Pidcock, il y avait aussi Skjelmose, il y avait Arensman, Grégoire est revenu sur la tête. On a donc de nouveau un peloton groupé à la poursuite des 14 hommes de tête. On est à 167 km de l'arrivée. Et il y a donc 2 minutes d'écart entre l'échappée et le peloton. 147 km de l'arrivée et l'écart qui, pour la première fois, passe les 3 minutes. 3 minutes et 2 secondes. C'est évidemment pas énorme. Mais au vu de la qualité de ces échappés, Gal Glivar, Thibaut Gernalek, Peyo Bilbao, Filippo Ganna, Lucas Hamilton, Victor Langelotti, Quinn Simmons, Walter Calzoni, Louis Vervac, Asbjørn Elmose, Michael Matthews, Björn Kurt, Mattia Baïs et Bart Lehmann. C'est un avantage intéressant même si on est loin de l'arrivée. Et puis derrière, c'est étonnant quand même. C'est toujours la Red Bull Bora-Hansgrohe qui en fait le principal du travail dans la poursuite. Encore une fois, est-ce que économiser du coup les équipiers de Tadej Pogačar, c'est une bonne idée? On verra à la fin. S'ils gagnent, on dira que c'était du génie. Si on perd, on dira mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Pendant ce temps, les échappés devant qui vont bientôt attaquer l'ascension du Roncola. C'est la 3e de la journée. Et c'est pas la plus facile et loin de là. C'est 7 km 500 à 7,4%. Ça devrait peut-être faire des premiers dégâts aussi bien au sein de l'échappée que du peloton. Et voilà, le premier des échappés à lâcher à 1 km du sommet là, de la Roncola. Et c'est le Français Thibaut Gernalek qui ne veut pas suivre le rythme des autres, des 13 autres. Ça a lâché aussi pour Asbjørn Elmose, le Danois de la Jayco Alula. Donc ils sont plus que 12 devant.
Alors peut-être que ces deux coureurs vont réussir ensuite à rentrer dans la descente, quoique ça redescendra pas tout de suite. Il y aura 7-8 km de plat avant la véritable redescente. Donc ça va être compliqué pour ces deux-là, à mon avis, de revenir dans l'échappée. D'autant que derrière, le peloton continue de rouler quand même assez fortement. 2 minutes et 25 secondes d'écart. L'écart qui a de nouveau rediminué. C'est la Team Emirates qui est de nouveau aux avant-postes. Mais on voit aussi bien placer la Tudor de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui est quand même aussi un des autres coureurs à avoir battu Tadej Pogačar cette année sur une course. J'avais cité Van Der Poel, Van Aert et Evenepoel. Mais il y a aussi Julien Alaphilippe, c'était lors de la Classique de Québec qu'il avait remporté alors que Pogačar était là et aurait bien aimé la gagner. Et puis il y a aussi Matthias Kjelmose qui a réussi à battre Pogačar cette saison. C'était sur l'Amstel Gold Race. Pogačar était parti en solitaire un peu trop loin. Il avait été repris par Kjelmose et Evenepoel. Et Kjelmose s'était imposé au sprint. Donc voilà, il y a quand même quelquefois des petites possibilités. Alors en général, c'est sur des courses un tout petit peu inférieures au monument qu'il parfois laisse échapper. Bon, donc Manulci aussi a remporté la classique de Montréal devant Pogačar. Mais là, c'est parce que Pogačar lui avait laissé. Aujourd'hui, si jamais il y a le duo Pogačar et par exemple Del Toro qui arrivent à l'arrivée ensemble, pas sûr que Pogačar laisse la victoire à Del Toro. Et puis délâché donc dans l'échappée. Et puis bien sûr délâché dans le peloton les moins bons grappeurs. Des coureurs comme Salvatore Puccio, dont c'est la dernière course de sa carrière, l'Italien de l'Ineos Grenadier qui prendra sa retraite aujourd'hui, tout simplement. Une belle retraite, bien jeune, même s'il est vieux pour un coureur cycliste. Il est jeune pour un nouveau retraité. Peter Seri, Luis Mentiès, Rafael Malka, voilà d'autres coureurs dont c'est le dernier jour de leur carrière aujourd'hui qui prendront leur retraite ce soir. Et comme tout à l'heure, après la descente faite à fond, il y a une cassure. C'est encore une fois la Team Emirates là, qui a fait la descente à fond avec Tadej Pogačar en 3e position. Et de nouveau une cassure. Mais cette fois-ci, le groupe à l'avant est encore plus restreint. Il y a peut-être une trentaine, quarantaine de coureurs dans la roue des Emirates. Et derrière, une vingtaine de secondes plus loin, le peloton principal avec Ben Illy qui est là, avec Paul Sexas qui s'est fait surprendre aussi. Avec Oscar Onley, avec beaucoup de monde en fait. La plupart en fait des outsiders sont dans ce groupe-là qui s'est fait surprendre dans la descente. La petite cassure. Et maintenant, il va falloir cravacher un petit peu dans cette petite partie un peu plus plate pour revenir. Mais ça va enchaîner très rapidement là, avec l'ascension du Berbeno, 7 km à 5%. Et ça va être de l'énergie perdue. Il faudra bien plusieurs minutes là pour revenir parce que devant, la Team Emirates qui est quasiment au complet continue de rouler. La Red Bull qui est toujours bien placée, la Tudor aussi sont là. Par contre, c'est étonnant pour la Decathlon G2R que j'avais vu toute l'étape aux avant-postes. Et ils se sont fait avoir dans cette descente. Et Paul Sexas est dans le groupe des retardés. Et l'écart qui a diminué avec les échappés suite à cette descente fait à fond par la Team Emirates. Plus qu'1 minute 40 pour les 12 hommes de tête. Le sommet du Berbeno. Et on a encore perdu 2 coureurs dans l'échappée. Galgliva vient d'être repris à l'instant par le peloton. Et là, c'est le premier des 3 coureurs Ineos, Lucas Hamilton, qui est distancé juste avant le sommet de ce Berbeno. On a donc plus que 10 coureurs et un peloton pointé à 1 minute 40, un peloton qui s'est regroupé, lui, le groupe avec Paul Sexas, avec Oscar Onley et avec Ben Illy, est revenu sur le groupe de tête où on retrouvait notamment Pogačar, Evenepoel, Roglic et d'autres. Un peloton donc de nouveau groupé, toujours mené par la Team Emirates. Ça y est, cette fois-ci, la Red Bull elle a arrêté de travailler. Il n'y a plus que la Team Emirates qui est engagée dans cette poursuite. Désormais, nouvelle phase de vallée, 20 km de plat avant la plus longue des ascensions du jour, le Passo della Crocetta, 12 km à 6% de moyenne. Est-ce que ça sera là, à environ 80 km de l'arrivée, que Pogačar va se lancer, ou est-ce qu'il va encore attendre un peu? Et la chute là, la petite chute là de Jane Lay, il est tombé tout seul. Vraiment, il a glissé dans un virage en épingle sur le plat. Il y avait peut-être un petit peu de gravier sur la route là, et il a fait une petite glissade. Ça va faire quand même mal sur le bitume. Il est reparti là, mais ça devrait quand même le brûler. Ça risque de l'handicaper pour le reste de la course. Jane Lay, joueur important aujourd'hui pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. C'était peut-être même lui le leader. C'était peut-être pas Primoz Roglic. Il y a Pellizzari aussi, il y a Vlasov. Donc il y avait plusieurs cartes. Mais là, Jane Lay, il est tombé. En plus, là, il va devoir se faire un effort là s'il veut revenir sur la tête de la course, puisqu'on est désormais dans cette ascension du Passo della Crocetta. Et l'écart avec les échappés qui a regrimpé d'un coup. De nouveau, on vient de repasser la barre des 3 minutes d'avance pour les hommes de tête. Les hommes de tête qui seront bientôt plus que 9 là, parce que ça a l'air compliqué pour Walter Calzoni, qui est un petit peu l'invité surprise d'ailleurs dans cette équipe d'échappée, le coureur le moins connu, l'Italien, pour la Q36.5, qui semble être désormais en difficulté, qui ne devrait pas tarder à lâcher à mon avis. Mais ça travaille vraiment bien dans ces hommes de tête, avec un Quinn Simmons bien sûr toujours aussi généreux, puis aussi un Filippo Ganna qui travaille clairement pour Victor Langelotti, le monégasque.
Et Quinn Simmons qui décide d'y aller tout seul. Sacré Quinn Simmons. C'était lui qui a été le premier attaquant du jour. Dès le kilomètre 0, il a jailli. C'est grâce à lui que cette échappée a réussi à se faire. Et là, il tente de sortir tout seul. On est à 82 km de l'arrivée. Et c'est quand même assez étonnant de vouloir se débarrasser de ses compagnons d'échappée si loin. Alors qu'il y a Filippo Ganna, il y avait des bons coureurs. Pello Bilbao, Luis Vervac, Michael Matthews. C'est quand même des coureurs intéressants à voir avec soi pour tenter d'aller le plus loin possible. Et il décide non d'attaquer Quinn Simmons. Et pour l'instant, on a du mal à suivre son rythme. Hein. Il y a des cassures là. Ouais, il y a des cassures. Ça a explosé. Calzoni, Bart Lehman, Mattia Baïs et Björn Kurt qui sont définitivement distancés. On a plutôt un quatuor qui tente de résister. C'est Pello Bilbao, c'est Filippo Ganna, c'est Louis Vervac et c'est Michael Matthews qui ont Quinn Simmons vraiment en ligne de mire. Ils doivent être même pas à 10 secondes derrière. Suite à son accélération, il essaie de faire une Ben Illy, Quinn Simmons. Hein. C'est un petit peu aussi le même profil de coureur. Même si Ben Illy, c'est plutôt aux alentours des 50-60 km de l'arrivée qu'il aime bien faire ça. Là, c'est 80. C'est très loin, mais c'est peut-être bien, encore une fois, la seule manière d'avoir un petit espoir de gagner aujourd'hui pour ces genres de coureurs. Et donc, voilà, Quinn Simmons qui s'y essaye. On est toujours dans cette ascension du Passo della Crocetta, encore 5 km du sommet. Quinn Simmons qui va tenter de creuser après cette attaque de la part de l'Américain qui veut y aller en solitaire. Il va falloir aller le chercher, Quinn Simmons. Hein. Il va falloir aller chercher cet animal parce que il a réussi à creuser. Hein. Il a réussi à creuser sur ses 4 poursuivants. Il a 53 secondes d'avance sur Bilbao, Ganna, Vervaeke et Matthews. Il est dans la descente juste après le Passo della Crocetta, mais elle est très courte cette descente parce qu'on enchaîne très vite ensuite avec le Zambla Alta. Est-ce qu'il va continuer à creuser? Il grappille aussi un petit peu sur le peloton. 3 minutes 20 d'avance désormais. Et c'est une machine de résistance, ce Quinn Simmons. Donc Pogačar, pour aller le chercher, il va falloir qu'il s'active. Peut-être pas encore dans le Zambla Alta parce qu'elle n'est pas très pentue. C'est 10 km, mais c'est à seulement 3% de moyenne. Mais c'est surtout les 2 derniers kilomètres qui sont pentus à plutôt 7%. Par contre, dans le Passo di Ganda, là, il va falloir s'activer énormément pour aller chercher Quinn Simmons. Si jamais Quinn Simmons réussit à remporter cette étape en ayant attaqué littéralement au kilomètre, au mètre zéro même, ce serait un des plus grands exploits de l'histoire du cyclisme. Hein. Désormais, la longue descente du Zambla Alta, il y a au moins 15 km de descente, puis environ 15 km de faux plat descendant avant l'ascension du Passo di Ganda. Et là, ce sera décisif. Il passe à l'instant au sommet, Quinn Simmons, avec 3 minutes et 8 secondes d'avance sur le peloton et avec 1,48 sur Bilbao, Ganna, Vervac et Matthews, qu'il a absolument atomisé. Incroyable ce que fait Quinn Simmons. Et je pense qu'il va commencer à y avoir un peu d'inquiétude dans le peloton. On est à 63 km de l'arrivée. Le peloton qui ne plaisante pas, hein. C'est Pavel Sivakov qui fait le train en tête. Il lâche des bons coureurs. Il lâche Tim Arensman. Jay Hindley, là, qui est tombé tout à l'heure, il ne peut plus suivre. Ça lâche aussi là, pour Ben Illy, le coureur de l'IF Education Easy Post qui est distancé. Donc, c'est des gros noms là qui n'arrivent plus à suivre. Il y a encore une cinquantaine de coureurs dans le peloton quand même. Et il n'y a pas encore de panique du côté de l'UAE, mais dans le Passo di Ganda, Tadej Pogačar n'aura pas de choix. Il va falloir qu'il attaque et qu'il attaque fort s'il veut rattraper Quinn Simmons. Parce que c'est pas dans la descente où ils vont reprendre grand-chose hein, sur le coureur américain. On y est, au pied du Passo di Ganda, le peloton qui a un petit peu gagné du temps dans la partie plate. 2 minutes et 40 secondes d'avance pour Quinn Simmons sur le peloton. Alors que le groupe avec Filippo Ganna est sur le point d'être pris. Ils n'ont plus que 20 secondes d'avance sur le peloton. Ça va bientôt être fini. Il n'y aura bientôt plus qu'un seul homme en tête, Quinn Simmons, et avec le peloton mené par la Team Emirates derrière lui. On est à 40 km de l'arrivée. Et puis surtout, on a ce Passo di Ganda, 9,3 km à 7,1% de moyenne. Est-ce que Quinn Simmons peut être capable de résister à Pogačar d'un gagner 2 minutes 30 sur Pogačar et puis sur tous les autres, hein, Roglic, Evenepoel évidemment, Sexas, Schielmose, ils sont tous là encore. Et tiens, dans le peloton, on voit des nouvelles équipes venir rouler. Ça, c'est étonnant. C'est Mathieu Cadeneo pour la Souda Quick Step qui roule. Il y a derrière lui un coureur de la Red Bull Boranzro que l'on revoit de nouveau en tête de ce peloton. Il y a aussi l'envie d'être bien placé au pied de la difficulté dans le peloton. Mais les choses qui vont définitivement exploser là, dans cette ascension, c'est certain. Au tour de Rafał Majka de faire tout simplement le dernier relais de sa longue carrière, le Polonais qui a Jevine dans sa roue et Pogačar en 3e position, Del Toro dans la roue de Pogačar, suivre Remco Evenepoel avec Mikel Landa qui est toujours là pour l'épauler. D'ailleurs, on a le duo de la Tudor avec Alaphilippe et Storer. Tiens, et voilà Majka qui
qui se relève et qui a le droit à une dernière tape de Tadej Pogačar. Travail fini, carrière finie pour Rafał Majka qui se relève. C'est au tour de Jevine désormais de rouler. On sent que l'attaque de Pogačar se prépare. Encore bien placé Tom Pidcock dans la roue des deux coureurs de la Tudor. Paul Sexas, Richard Carapaz. On sent que c'est Lenny Martinez aussi qui s'accroche là dans la roue de Paul Sexas avec Egan Bernal juste derrière lui. On a Stian Wijk-de-Broeks pour la Visma qui est en train de s'accrocher. Et derrière, il y a une cassure qui est faite là avec Skelmose qui lui a du mal à suivre, qui a fait une petite cassure. Ça se relève pour Mikel Landa. Ça se relève pour Adam Yates qui n'aura pas pu aider a priori Pogačar. Roglic qui lui est dans le bon coup, mais qui est en difficulté. Ouais, le gros train. Le gros train de Jevine. Et l'écart qui diminue avec Quinn Simmons. Une 50 d'avance désormais pour l'Américain. Ça a lâché pour Lenny Martinez. On a plus grand monde hein. Dans la roue de Jevine. On a Pogačar, on a Del Toro, Evenepoel, Alaphilippe et Storer et Paul Sexas. J'ai l'impression que Roglic est en difficulté. Ah, ça lâche pour Alaphilippe aussi. Là. Il a donné un dernier coup à Michael Storer, mais je crois qu'il ne peut pas tenir. Ouais, Roglic, il a pris quelques mètres avec Egan Bernal dans sa roue. Mais c'est difficile. Ça a lâché pour Pidcock. Ça a lâché pour Carapaz. Ça a lâché pour Martinez et Wijk-de-Broeks. Ça lâche pour Alaphilippe. On n'a plus que 6 coureurs. Plus que 6 coureurs, dont 3 UAE avec Vine, Pogačar et Del Toro. Et avec lui, on a Evenepoel, Michael Storer et Paul Sexas. Voilà les 6 derniers coureurs qui parviennent à suivre le rythme. Derrière, on a un trio Alaphilippe, Bernal, Roglic qui tente de résister, mais est distancé. Un petit peu plus loin, le groupe avec Pidcock et Martinez. Tous ces coureurs sont définitivement a priori hors course. On n'a que Paul Sexas et Michael Storer qui sont tous les deux magnifiques et qui parviennent à suivre Pogačar, Evenepoel et les deux équipiers, Del Toro et Jevine. On est encore à 6 km du sommet. Et pour l'instant, Pogačar n'a pas lancé son attaque. Il reste dans la route de Jevine. Et la voilà l'attaque de Tadej Pogačar. Jevine ne peut plus. Del Toro qui fait la cassure un petit peu intentionnelle. Il était dans la roue de Pogačar. Et il n'y a personne qui a réagi. Ça y est, Remco Evenepoel. Mais ouais, ils ont été bien gênés par Del Toro. C'était bien joué. C'était un petit peu attendu. Et on n'a pas essayé. On n'a pas essayé de sauter dans sa roue. Remco Evenepoel, il a Michael Storer et Paul Sexas derrière lui, Del Toro qui s'accroche, qui est plutôt en 4e position, je ne suis pas sûr qu'il soit forcément en difficulté, mais personne n'a pu suivre l'accélération. Pourtant tout le monde savait qu'elle allait avoir lieu là dans ces moments-là, mais avec le petite cassure en plus faite par Del Toro, c'était impossible. Et là c'est Remco Evenepoel qui, comme d'habitude, prend les choses en main. Il va demander probablement des relais à Storer et Sexas qui vont pas vraiment lui passer. Del Toro, lui, c'est sûr, il n'en passera pas. Et il est parti Pogačar, mais on n'oublie pas qu'il y a toujours Quinn Simmons devant, hein. 1 minute. 1 minute encore d'avance pour Quinn Simmons. Ah, c'est pas beaucoup, il reste encore 5 km d'ascension, il va le rattraper. Et probablement que ça va être compliqué ensuite pour Simmons de rester dans la roue de Pogačar. On est bien parti pour voir un nouveau numéro, une nouvelle victoire en solitaire du Slovène. Et là, on revoit au ralenti l'attaque de Tadej Pogačar. Et voilà, Del Toro qui fait la cassure, qui s'écarte quand même un petit peu pour laisser les autres réagir, mais personne ne réagit. Personne n'a daigné cette fois-ci de tenter de le suivre. Ils veulent pas se mettre dans le rouge, ils préfèrent rester dans leur rythme. Mais ça risque d'être compliqué du coup pour aller le chercher. C'est presque de la résignation là, de la part de Remco Evenepoel qui n'a même pas daigné se lever sur les pédales. Il l'a laissé partir quasiment sans s'en soucier. Ah, il est déjà revenu sur Quinn Simmons. On est encore à 3 km 200 du sommet, 34 km de l'arrivée. Est-ce que Quinn Simmons va être capable de s'accrocher ? Ça serait magnifique, c'est probablement le plan aussi pour Quinn Simmons d'essayer d'avoir pris toute cette avance. C'est pour que quand Pogačar revienne, il puisse s'accrocher. Et ensuite, s'il a retrouvé quelques petites forces, pourquoi pas aller disputer ensuite un sprint, même s'il y aura encore une ascension après le Passo di Ganda, et pas la plus facile, c'est la petite ascension pavée juste avant Bergame. Le Colli a Peralto, 1 km 300 à 7,4%. Un endroit parfait pour se débarrasser d'un Quinn Simmons qui serait un petit peu fatigué pour Pogačar. Mais pour l'instant, il s'accroche, Quinn Simmons, dans la route de Tadej Pogačar. Les deux coureurs qui ont déjà une belle avance. Ils ont déjà 1 minute. 1 minute d'avance. Mais c'est incroyable. Ça fait qu'1 minute qu'il a attaqué. 1 minute d'avance sur Del Toro, Sexas, Evenepoel et Michael Storer. Ces 4 coureurs ont même 1 minute d'avance sur les autres poursuivants, sur Lenny Martinez, sur Egan Bernal, sur Pidcock, Roglic, Wijk-de-Broeks, Alaphilippe et Jevine. Ah non, et Quinn Simmons qui est en train de lâcher déjà. Quinn Simmons qui est déjà en train de lâcher. Et là, il n'a pas pu tenir. Il n'y a rien à faire. C'est magnifique ce qu'il a fait, Quinn Simmons. C'était la seule manière qu'il pouvait inquiéter. Et franchement, quand il y avait 3 minutes là au sommet du Sambla Alta, je pensais que ça allait être chaud. Eh ben pas du tout. Tadej Pogačar est
Il est trop fort tout simplement, il est au-dessus, il l'a rattrapé, là il le distance. Il a déjà quasiment la minute sur Evenepoel et compagnie, donc faut qu'il fasse attention dans la descente qui sera technique et dangereuse, mais a priori, Pogačar est bien parti pour être le premier coureur dans l'histoire à remporter 5 fois le même monument à la suite. Il va aussi devenir, s'il s'impose et même s'il termine sur le podium, le premier coureur dans l'histoire à terminer sur le podium des 5 monuments durant la même saison. Jamais personne ne l'a fait auparavant dans l'histoire. Et cette saison, c'est marrant, il n'y a qu'un seul coureur qui a participé simplement, qui a pris le départ de tous les monuments, c'est Tadej Pogačar. Et non seulement il a pris le départ, mais il va terminer sur le podium à chaque fois. C'est hallucinant. C'est hallucinant, tout simplement. Allez, ça va être parti pour la descente pour Pogačar. Ce qui est intéressant, c'est plus derrière avec Remco Evenepoel qui est en train de revenir sur Quinn Simmons. Juste au sommet, Remco Evenepoel qui met une dernière accélération, il revient tout seul. Paul Sexas qui a légèrement lâché là, il est plus dans la roue. Ça a lâché aussi, plus surprenant pour Isaac Del Toro. Il n'y a que Michael Storer qui parvient à s'accrocher dans la roue d'Evenepoel, mais lui aussi est un petit peu en difficulté juste dans ce sommet. Il va recevoir de l'aide avec Quinn Simmons. Ouais, non, il y aura ce trio dans la descente. Remco Evenepoel, Quinn Simmons et Michael Storer qui fait vraiment une magnifique course. L'Australien de la Tudor. Voilà ces 3 coureurs qui sont dans la descente et qui sont pointés tout de même à 1 minute 15 de Pogačar qui lui est déjà bien dans la descente. Autour de Del Toro là, de passer au sommet. Il est pointé à une quinzaine de secondes de Remco Evenepoel. Et Paul Sexas, il a craqué. Hein. Il n'a pas explosé, mais voilà, il passe à son tour. Une quinzaine de secondes lui aussi derrière Isaac Del Toro. S'il va aller chercher un podium pour Paul Sexas, il va falloir être fort. Là, parce qu'il va falloir revenir sur Del Toro, puis sur le groupe Evenepoel. Ça risque d'être compliqué. Et attention, la chute là pour Richard Carapaz. Là, on est dans la lutte pour le top 10. Et Carapaz, c'est pas tout à fait la descente parce que après le sommet, il y a une petite descente puis un petit refaux plat. Mais Carapaz, il a pris tout large. Il a fini dans un mur de pierre là. Je pense qu'il s'est fait mal. Richard Carapaz qui se battait pour être dans ce top 10 avec des coureurs comme Roglic, avec Alaphilippe, avec Christian Scaroni, avec Mikel Landa, avec Lenny Martinez aussi qui est dans ce coup-là pour le top 10. Mais là, Carapaz... J'espère que ça va au moins aller, mais pour le top 10, ça va être fini. Parce que là, il s'est pris le mur de pierre, tout simplement. Et il a dû se faire mal. La fin de la descente pour Tadej Pogačar. 15 km de l'arrivée. Désormais, il y a à peu près 7 km de plat avant la dernière difficulté du jour. Il a toujours 1 minute 20 d'avance sur Remco Evenepoel qui s'est légèrement défait de Michael Storer qui s'accroche. Michael Storer dans la descente. Il est juste 5 secondes derrière. Est-ce qu'il va réussir à revenir sur le plat? Ça va être compliqué pour Storer qui est évidemment un moins bon rouleur que Remco Evenepoel. Par contre, Quinn Simmons, lui, il a eu plus de mal à suivre forcément. Après tous ses efforts, il a même été rattrapé là par Isaac Del Toro. On a ce duo donc qui est lui pointé à plus de 2 minutes de Pogačar et qui a priori vont faire 4 et 5. On ne sait pas trop par contre où est Paul Sexas par rapport à ces deux-là. Il est peut-être pas très loin s'il serait pointé à 15 secondes derrière. Donc il a peut-être une possibilité encore de revenir et d'aller chercher un top 5 pour Paul Sexas. Mais le podium, j'ai bien l'impression qu'on est reparti pour une terre repetita. Pogačar leader, Remco Evenepoel bien parti pour faire deuxième, mais attention, Michael Storer n'est pas encore définitivement distancé et pourrait peut-être encore l'inquiéter. Et Michael Storer en tout cas, qui devrait être le 3e homme sur le podium aujourd'hui après Ben Illy sur les championnats du monde et Paul Sexas sur les championnats d'Europe. C'est Michael Storer sur ce Tour de Lombardie qui aura été le seul, non pas à rivaliser, mais voilà, aura été, on va dire, le meilleur des autres. La dernière ascension dans une ambiance complètement dingo ici à Bergame. 1 km 300 à 7% de moyenne. Et là, vraiment, Pogačar, on sent qu'il se fait plaisir. Ils font la foule. Et le passage n'est pas grand. C'est une toute petite rue. Et il y a tout Bergame, tout simplement, qui est venu dans cette ascension. C'est magnifique. Et ça pousse Pogačar encore un peu plus vers la victoire, qui ne peut évidemment pas lui échapper. Il a 1 minute 30 d'avance sur Remco Evenepoel, qui lui s'est débarrassé de Michael Storer, qui fera que 3e a priori, encore une fois. C'est le côté un petit peu dommage de ces courses-là, c'est que le suspense s'est éteint bien avant l'arrivée. Ce n'est qu'une procession désormais avec des écarts toujours un petit peu similaires. Il y a quand même la minute 30 là pour Pogačar. Mais bon, voilà, ça fait des belles images, permet au public vraiment d'en profiter, de voir Pogačar de si près et gratuitement. C'est pour ça que c'est beau le vélo. Dans quel autre sport vous pouvez voir votre champion comme ça, un si grand champion, passer littéralement à 10 cm de vous sans que vous ayez à débourser 150 €. C'est magnifique, c'est fini l'ascension. Désormais, 3 km de l'arrivée. Pogačar qui va aller filer vers un nouveau succès. Les derniers mètres pour Tadej Pogačar
qui aura réalisé une fin de saison incroyable avec, il a gagné tout ce qu'il voulait, à part peut-être le chrono sur le championnat du monde où il s'est raté, il n'a même pas fini sur le podium. Mais ça n'enlève rien à la saison extraordinaire qu'il vient de faire. 3 monuments, le Tour de France, champion du monde, champion d'Europe. Il crie là à la caméra, merci Rafa, son capitaine de route Rafał Majka qui l'aura mené vers tant de succès, aussi bien dans les monuments que sur le Tour de France, va se retirer. Mais Pogačar lui sera toujours là et je pense que même sans Rafał Majka, il continuera à remporter beaucoup de succès. Le voilà qui passe la ligne et qui lève les bras. 5e victoire consécutive sur le Tour de Lombardie. 5e victoire consécutive sur un monument. Personne n'avait jamais fait ça auparavant. 5e fois qu'il termine sur le podium d'un monument cette saison. Personne n'avait jamais fait ça avant. C'est la 92e victoire de la Team Emirates cette saison. Aucune équipe n'avait fait ça avant. Bref, c'est l'histoire qui s'écrit aujourd'hui. Il est absolument imbattable. Il va maintenant partir en vacances et on espère que tous ses adversaires, et Remco Evenepoel en tête, ainsi que Jonas Vingegaard, vont énormément travailler cet hiver pour tenter de combler désormais l'écart qui est quand même assez important entre eux et lui. Parce que si on repasse 3 saisons comme ça à voir Pogačar tout gagner, bon, c'est bien pour la légende, mais c'est un petit peu ennuyeux pour le sport. Donc on verra ça l'an prochain. Pendant ce temps, Evenepoel, lui, est parti pour avoir une petite réputation. On était à la 2e là, le nouveau Wout van Aert un peu, toujours battu par Van Der Poel. Et là, on a Remco Evenepoel toujours battu par Tadej Pogačar qui enchaîne 3 deuxièmes places consécutives là. Heureusement qu'il gagne les chronos lui, parce que sinon il serait extrêmement déçu, extrêmement irrité. Et on verra ce que ça donnera l'an prochain du côté de la Red Bull Boranzro. C'était pour lui sa dernière course sous les couleurs de la Soudal Quick-Step. Est-ce qu'un changement d'équipe lui permettra de se rattraper de Tadej Pogačar? Rien n'est moins sûr, il termine aujourd'hui très loin. Il passe la ligne désormais avec 1 minute et 46 secondes de retard sur Pogačar, c'est énorme. Et aujourd'hui, le 3e homme, celui qui sera en fait le plus heureux sur le podium. Ben Illy était rayonnant au Rwanda, Paul Sexas était sur un nuage au championnat d'Europe et aujourd'hui la belle satisfaction. L'énorme joie, c'est aussi beau vraiment que la victoire pour Michael Storer qui va prendre la 3e place. Et puis c'est beau aussi pour la Tudor. Ça sera la première fois pour cette équipe suisse qu'elle placera un coureur sur le podium d'un monument. Donc c'est comme un succès. Clairement pour Michael Storer et pour la Tudor qui aura été le meilleur des autres. Il va finir loin lui aussi de Remco Evenepoel. Il aura eu du mal dans la fin mais il aura résisté au retour de Quinn Simmons et de Isaac Del Toro pour aller chercher la 3e place. Et lui aussi, il fait un signe un petit peu comme Paul Sexas l'avait fait. Il lève les bras, pas comme s'il avait gagné évidemment, mais il montre qu'il est content. Et la 4e place, c'est Quinn Simmons. Il arrive là sans Isaac Del Toro. Il s'est débarrassé de Del Toro, magnifique. Quinn Simmons, il a attaqué au kilomètre 0. Il avait 3 minutes d'avance. Il est parti dans un numéro solitaire à 82 km de l'arrivée. Il va malheureusement finir 4e au pied du podium. C'est presque cruel. Voilà, il fait un petit salut, Quinn Simmons. Un personnage du vélo et heureusement qu'il était là parce que ça a rendu la course quand même un petit peu plus intéressante même si le final a été ce qu'il a été. Et voici les luttes ensuite pour le top 5. Del Toro a été repris par un groupe avec Sexas, avec Pidcock, avec Bernal et avec Jevine. Voilà les 5 coureurs qui vont se battre pour le top 5 et toutes les places du top 10. C'est parti pour le sprint avec Paul Sexas qui lance. Il a Bernal à sa droite, Pidcock à sa gauche. Ça va être sur la ligne entre tous ces coureurs, avec Del Toro aussi. Mais je sais pas. C'est Pidcock ou Del Toro qui va faire 5e a priori. Ça va être la 7e place pour Sexas, 8e Bernal et 9e Jevine. Il reste une petite place sur le top 10 à aller chercher. Mais elle sera loin, très loin, encore une fois, du vainqueur à plus de 5 minutes de l'inénarrable Tadej Pogačar. Petit retour vite fait sur la saison de Tadej Pogačar. Il a commencé sur l'UAE Tour. Il l'a gagné en remportant 2 étapes. Puis il a remporté l'Estrade Bianche. Il a ensuite fait 3e de Milan de San Remo. Puis il a remporté le Tour des Flandres avant de faire 2e de Paris-Roubaix. Puis 2e de l'Amstel Gold Race. Il a ensuite remporté la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Il a ensuite remporté le Critérium du Dauphiné, le classement général, en plus de 3 étapes. Il a ensuite bien sûr remporté le Tour de France avec 4 victoires d'étape. Puis la seule fois où il s'est raté, c'est sur le Grand Prix cycliste de Québec qu'il a terminé 29e. Sinon, il a ensuite fait 2e du Grand Prix de Montréal, 4e des chronos des championnats du monde. Ça, c'était son autre petit couac. Et puis il finit par 4 victoires consécutives
sur la course en ligne des championnats du monde, sur la course en ligne des championnats d'Europe, sur les 3 vallées varésines, la seule course non World Tour qu'il a fait cette saison, il l'a évidemment remporté. Et puis donc aussi aujourd'hui sur le Tour de Lombardie, une saison à marquer dans les livres d'histoire. Chaque année, il fait une meilleure saison que la veille. Bon, ça va être dur de battre ça quand même. Qu'est-ce qu'il fait l'an prochain? Il remporte les 5 monuments la même année, il remporte enfin pour la première fois Milan-San Remo et Paris-Roubaix, ou alors il remporte les 3 grands tours, le Giro, le Tour de France et la Vuelta la même année, je sais pas, mais là c'est une folie. 108 victoires en carrière pour le coureur de 27 ans, parti pour battre tous les records. Aujourd'hui, encore une fois, il n'y avait personne à sa mesure. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Remco Evenepoel termine 2e à 1,48. Michael Storer, magnifique 3e à 3,14. Et puis donc Quinn Simmons, l'attaquant, le phénomène du jour et celui qui aura animé la course et que l'on peut remercier, vient chercher la 4e place. C'est Isaac Del Toro qui a remporté le petit sprint pour la 5e place. Coureur du futur du côté de la Team Emirates, juste devant Thomas Pidcock et un autre coureur du futur, Paul Sexas, 7e, Egan Bernal, 8e, Jevain, 9e, et puis c'est Tian Wijdebrooks, le Belge de la Visma Lease Bike, qui vient aller chercher un top 10. On notera la 12e place de Lenny Martinez, alors que des coureurs ont un petit peu déçus. Oscar Onley, seulement 17e, O'Connor, 18e, Primoz Roglic, seulement 22e, juste devant Julien Alaphilippe. C'est deux coureurs qui ont lâché un petit peu sur la fin. 96 coureurs ont fini aujourd'hui. Le dernier, c'est Afonso Eulalio, un bon coureur dont on attendait mieux, le Portugais de la Bahrain Victorious, qui termine donc dernier à 26 minutes et 16 secondes. Et puis bien sûr, énormément encore une fois d'abandon aujourd'hui sur cette dernière course de l'année pour bon nombre de coureurs, et même pour certains, dernière course de leur carrière. On notera par exemple que Rafał Majka, pour sa dernière course, a terminé 39e. Il n'a pas abandonné, il a fini. Ce qui n'est pas le cas de Luis Mentiès, qui lui n'a pas terminé la dernière course de sa carrière. Bon, voilà, c'était la dernière course d'un jour, mais il reste encore une course World Tour. Alors, c'est pas la plus connue, c'est le Tour du Guangxi. Mais bonne nouvelle, on ne sait pas qui va gagner. Et ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé sur une course World Tour. Parce qu'il n'y aura pas Tadej Pogačar, il n'y aura pas Remco Evenepoel, il y aura pas beaucoup des coureurs les plus connus. Et ça sera justement ce qui en fera un petit peu tout son sel, tout son intérêt, parce que c'est quand même une course par étapes pour le Tour. Et donc quelque chose de prestigieux à aller chercher. Et puis il y aura un intérêt sous-jacent, c'est la lutte pour le maintien de la Cofidis face à UNOX. Cofidis qui a des points de retard et qui donc devra faire les meilleurs résultats possibles pour tenter de doubler UNOX qui, eux, ne seront pas sur ce Tour du Guangxi. Ça sera aussi quelque chose à suivre. Ça sera les 6 derniers jours de course de la saison et on aura fait tout sur 100% cyclisme. Et j'en suis pas peu fier, je suis un petit peu un complétionniste. Vous savez, les jeux vidéo, par exemple, il faut que je les fasse tout à 100%. Et les courses World Tour cette année, je voulais toutes les faire et je vais toutes les faire puisqu'il ne reste plus que le Tour du Guangxi. Et ça sera la fin de cette première saison de 100% cyclisme. Allez, salut à tous, salut à toutes.